Et oui, le grand débat du vendredi, nous allons tenter d'analyser l'actualité de la semaine avec le regard aiguisé de trois penseurs, trois plumes. Guy Barré, journaliste. Bonjour Guy. Bonjour. Steven Thompson, écrivain américain d'expression française. Bonjour. Bonjour. Et Elias Zouari, président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, conférencier, essayiste, expert en géopolitique et en démographie. Bonjour à vous. Bonjour. Alors voici les thèmes que je vous propose pour ce grand débat. On parlera de la situation en Israël après l'attaque iranienne, l'attaque au couteau à Sydney qui a visé Monseigneur Marmari Emmanuel, la violence des mineurs avec les annonces hier du chef du gouvernement et le bilan des 100 premiers jours de Gabriel Attal à Matignon. Alors si vous le voulez bien, on commence donc. Il y a quasiment une semaine, l'attaque de l'Iran sur Israël. C'était craint, mais on espérait éviter ce scénario qui est une première historique entre les deux pays. Qui veut commencer à analyser ? Je viens dire un mot. Allez-y Guy. C'est-à-dire que là, vous parlez de ce qui se passe à une semaine, mais l'histoire est en train de se faire maintenant, puisqu'à 3h du matin, l'Iran s'est exprimé à l'ONU. Voilà, d'une part, mais aussi que Israël a frappé l'Iran en 3 endroits. À propos justement de l'ONU et de l'attaque de l'Iran contre Israël, l'Iran a dit que si l'ONU avait condamné l'agression, enfin le bombardement de leur consulat, eh bien, il n'aurait pas répliqué à Israël. Et l'ONU ne l'a pas condamné. Donc, cette attaque d'Israël est consécutive à cette chose assez surprenante au regard des usages diplomatiques, si on peut parler de cela, dans les circonstances actuelles, c'est que bombarder un consulat sur un territoire étranger, ça ne se fait pas, vous voyez. Et donc, c'était un casus belli. Alors, ça ne justifie pas, évidemment, cette pluie de missiles et de drones sur Israël lancés par l'Iran, mais Israël dit, à propos du Hamas et à propos aussi de l'Iran dans une certaine mesure, qu'elle a le droit de se défendre, mais l'Iran aussi a le droit de se défendre. Cela étant dit, je pense que tout ça ne va pas. Tout le monde fait très attention, à la fois en Israël, mais aussi en Iran, aux États-Unis, à ce que ce conflit local ne dégénère pas en affrontement, si ce n'est mondial, du moins en ayant une grande extension. L'Iran avait prévenu de ce bombardement, notamment les Américains. Ils savaient, les Iraniens, que la plupart des drones et des missiles seraient arrêtés et que ça ferait très peu de dégâts en Israël et surtout sur la population. Et là, cette nuit, à 3h du matin, il y a eu une riposte, certes, d'Israël, ce dont les Américains essayaient de dissuader Netanyahou, mais c'est aussi, là, comment dirais-je, calibré. C'est sur des endroits, sur Ispahan, je crois, où sont tous les dispositifs de préparation de l'arme nucléaire. Ça n'est pas une pluie de drones et de missiles, qui d'ailleurs, une partie aussi, disent les Iraniens, qui ont été arrêtés en disant même pas mal, etc., etc. Bon, donc, pour l'instant, sauf un dérapage imprévu, je pense que ça devrait être, l'affrontement devrait être circonscrit à ces répliques. Bon, cela étant dit, la grande crainte d'Israël, c'est évidemment la possession de l'arme atomique par les Iraniens. Et ils seraient à 3 semaines de pouvoir avoir cette bombe, d'une part. Et ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup d'agressions, enfin d'attentats ciblés, de disparitions, d'assassinats de scientifiques iraniens qui travaillent au programme nucléaire, qui se sont faits, évidemment, pas officiellement, mais par les services secrets israéliens. Et ça aussi, ça accroît évidemment la tension entre les deux pays. Elias Zouari. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est l'attaque. Approchez-vous un petit peu de votre l'attaque iranienne contre Israël est en fait une riposte à une agression israélienne sur une représentation diplomatique iranienne, un consulat, avec en plus à la clé la mort de plusieurs personnes.
et dans un pays étranger. Donc c'est une chose qui ne se fait absolument pas, qui est tout à fait condamnable. Et l'Iran avait d'ailleurs dit qu'elle n'aurait pas riposté si le Conseil de sécurité avait condamné, ce qui a été impossible du fait à cause du veto habituel des États-Unis et du manque de soutien d'autres pays occidentaux. La réponse iranienne a été très calibrée. Ils savaient très bien que, comme vous l'avez dit, que tous les missiles ou presque seraient interceptés. Mais ce qui a changé la donne, en tout cas, c'est que pour Israël, ça a été une nouveauté, qu'un pays de la région ose l'attaquer et les moyens, en tout cas, d'envoyer des missiles à destination de son propre territoire. Israël, qui a toujours été habitué jusque-là, plutôt à frapper, à bombarder, à détruire des endroits dans d'autres pays de la région sans jamais craindre la moindre réaction en retour. Sauf que maintenant, l'Iran a les moyens de réagir. Et puis d'ailleurs, l'action iranienne n'est que la suite, en réalité, même s'il paraît ça, le côté spectaculaire de cette action, résulte en réalité d'une accumulation de plusieurs humiliations, en tout cas considérées comme telles par l'Iran depuis des décennies, plusieurs frappes, des assassinats répétés des hauts responsables iraniens. Imaginons un petit peu l'inverse, si l'Iran avait assassiné au cours des dernières années ou décennies des hauts responsables israéliens. Je ne vous dis pas quelle aurait été la réaction d'Israël et ses alliés. Voilà. Et donc, jusqu'à maintenant, en tout cas, la réaction iranienne a été calibrée, calculée. Il semblerait que ce soit la même chose du côté israélien. Heureusement, espérons que la désescalade ne se poursuive pas, que ça s'arrête là. Mais espérons surtout que la vraie cause du problème, le vrai cancer dans la région, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien, soit résolu. Avec la situation à 2 États, nous y reviendrons, si vous voulez, peut-être dans quelques instants. Voilà, c'est là que réside le vrai problème dans la région. Alors, l'Iran s'est exprimé hier devant l'ONU, disant qu'il fera regretter à Israël toute riposte. Steven Thompson. Oui, je suis légèrement d'accord avec les analyses de mes deux collègues. C'est vrai qu'ils ont frappé un immeuble diplomatique, quoique à Damas. En même temps, je crois que le statut de cet immeuble était un peu remis en cause, mais en tout cas, le cible, c'était un général qui coordonnait des attaques, des généraux des gardes révolutionnaires qui coordonnaient des attaques contre Israël. Donc, et puis quand mon collègue dit que Israël n'a pas l'habitude qu'on frappe sur le territoire, c'est totalement faux. Le Hezbollah ne cesse de tirer des roquettes sur le nord d'Israël et la Hamas ne cesse de tirer des roquettes sur le sud d'Israël. Donc Israël a malheureusement l'habitude quotidienne des attaques sur leur territoire. Mais sinon, je ne suis pas non plus d'accord que le seul problème, c'est le problème israélo-palestinien, qui d'ailleurs peut-être devrait être caractérisé par le problème israélo-arabe. Mais même si demain il y avait la paix entre Israël et la Palestine, est-ce que tous les problèmes disparaîtraient? Je ne suis pas sûr, parce que l'Iran veut la destruction d'Israël. Donc, mon collègue nous dit que qu'est-ce qu'on ferait en France si on assassinait un scientifique qui travaille pour le programme nucléaire en France. Mais la France ne veut pas la destruction de l'Allemagne, la destruction de l'Italie. L'Iran dit on veut rayer Israël de la carte, et puis ils essaient de développer leur capacité nucléaire. Donc, je comprends que c'est très inquiétant et c'est pas juste une question d'humiliation. Voilà. En réalité, si je peux me permettre, ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, Israël, depuis plusieurs décennies, fait croire qu'elle est toujours en danger, que tous les pays de la région veulent sa fin, veulent sa destruction, les pays arabes, l'Iran, etc. En réalité, ce n'est pas exact. La seule période dans l'histoire où l'existence d'Israël a été vraiment menacée, c'était pendant les 25 premières années, jusqu'en 1973. Et puis d'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait que la France pratiquement qui était là pour l'aider militairement. À l'époque, les États-Unis n'étaient pas vraiment présents. À partir de 1973, les choses ont changé. Et tous les pays de la région ont bien compris qu'Israël était là pour durer et ont fini par l'accepter, au moins pas forcément officiellement. D'ailleurs, même l'Iran, malgré tous ces propos parfois incendiaires pour haranguer les foules, il faut détruire Israël, les États-Unis, ainsi de suite. En réalité, si demain le conflit israélo-palestinien était réglé, que la Palestine devenait un État indépendant, tout cela cesserait. Puis d'ailleurs, je vous renvoie d'ailleurs à l'initiative arabe pour la paix, qui date de 2002. Aujourd'hui, souvent, Israël, on nous parle des accords d'Abraham, par exemple. Les accords d'Abraham, quelques pays arabes de la région, comme le Maroc, les Émirats, peut-être bientôt l'Arabie Saoudite, qui ont normalisé leurs relations avec Israël, ont reconnu Israël. Mais en réalité, tout cela n'est pas tout à fait exact. Les accords d'Abraham sont des accords qui
Ce ne sont pas eux qui devraient être la base du règlement du conflit. D'ailleurs, ces accords révèlent en réalité une grande lâcheté du côté arabe. On peut même parler de lâcheté triomphante, puisqu'il s'agit de normaliser les relations avec Israël en oubliant totalement la question palestinienne. Donc c'est un peu comme si demain en Europe, on exigeait des pays d'Europe de l'Est à normaliser leurs relations, à établir des relations amicales avec la Russie, en exigeant d'eux d'oublier totalement l'Ukraine, par exemple, indépendamment de ce qu'on peut penser de l'Ukraine et des responsabilités. Donc en réalité, il faut savoir que les pays arabes, dès 2002, donc ça fait déjà 22 ans, avaient presque tous, lors d'un sommet extraordinaire de la Ligue arabe en mars 2022 à Beyrouth, dit qu'ils étaient prêts à reconnaître Israël et à nouer des relations amicales avec Israël. Seuls 2 pays avaient voté contre, c'était la Libye de Kadhafi et l'Irak de Saddam. Et cette initiative a été réaffirmée en 2007, lors d'un autre sommet de Ligue arabe en Arabie Saoudite, en présence du secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon, qui avait d'ailleurs été très élogieux, qui avait d'ailleurs dit que cette initiative reflétait le sérieux des pays arabes en ce qui concerne le processus de paix au Proche-Orient. Mais à chaque fois que tous les pays arabes, pratiquement, en 2007, l'exception, c'était la Libye qui avait dit non, mais qu'il y a une exception d'eux, ce n'est pas grave. Donc tous les pays arabes, pratiquement... Mais l'Iran n'était pas présent dans tout ça, non ? Tous les pays arabes, en tout cas, ceux qui sont présentés comme étant, par Israël comme étant une menace, parce qu'Israël dit, les pays arabes veulent nous détruire, la Syrie, le Liban, bref, presque tous les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, etc. Non, tous les pays arabes, ou presque, ont dit, nous reconnaissons Israël, mais à condition qu'Israël reconnaisse la Palestine, et aussi libère le Golan syrien. Israël, à chaque fois, en 2002 et en 2007, a balayé d'un revers de la main cette initiative. Israël n'a même pas pris la peine d'étudier cette initiative au Parlement. À chaque fois, ça a été immédiatement rejeté. Pourquoi ? Parce que Israël ne veut pas, en réalité, d'État palestinien. C'était le cas il y a 22 ans. C'est toujours le cas aujourd'hui. À chaque fois, ils font croire que c'est la faute des Palestiniens ou des pays arabes. Non, les pays arabes ont depuis longtemps dit « nous reconnaissons Israël, nous travaillerons avec eux, nous coopérons avec eux dans tous les domaines, mais à condition qu'Israël reconnaisse la Palestine ». Et d'ailleurs, ils n'avaient même pas parlé du droit au retour des Palestiniens, les pays arabes, et c'est en réalité Israël qui est responsable du blocage, parce qu'Israël ne veut pas d'État palestinien. Voilà, c'est ça la vérité. Mais Iran n'est pas un pays arabe. Mais si tous les pays arabes sont prêts... L'Iran était là ? Non, ce sont les Ligues arabes. Oui, mais si tous les pays arabes sont prêts, déjà, la première propagande israélienne, c'est de dire que les pays arabes, ou presque tous, veulent sa destruction. Ça, c'est faux, puisqu'ils l'ont dit à maintes reprises publiquement. Ils ont des rapports, et même ils ont failli signer avec l'Arabie Saoudite avant l'attaque du Hamas. Il n'y a pas encore d'accord d'Abraham, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de reconnaissance officielle. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est que tous les pays arabes, même s'ils ne reconnaissent pas officiellement, comme la Tunisie, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, Oman, le Koweït, le Qatar, en réalité, reconnaissent Israël, comme ils l'ont prouvé en 2002 en 2007, en disant publiquement au monde entier, nous reconnaissons Israël, mais à condition que vous reconnaissez la paix. Voilà. Non, Israël fait croire qu'on ne la reconnaît pas. Mais si tous les pays arabes reconnaissent officiellement, normalisent totalement leurs relations, je ne vois pas pourquoi Iran continuera à être le seul pays de la région à ne pas reconnaître. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas que les pays sunnites, ils ont peur de l'Iran ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ce sont les régimes sunnites et pas les populations sunnites. Ce sont les régimes sunnites qui se méfient de l'Iran. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il ne faut pas dire que l'Iran, c'est un pays de gens rationnels. Ce sont des gens sérieux. Ce ne sont pas des gens qui réfléchissent de manière totalement irrationnelle, déraisonnée, ou qui vont demain lancer une bombe atomique sur quiconque ils les embêteraient demain. Voilà, ils ne font d'ailleurs que prouver depuis de nombreuses années que ce sont des gens qui savent peser leurs réactions, qui savent réagir correctement et de manière tout à fait rationnelle. Voilà. Oui, Guy Barré, vous non, vouliez je réagir simplement que cet avant qu'on passe au deuxième sujet a des effets aussi collatéraux. Oui. Un effet collatéral pour Israël, c'est que avec la riposte disproportionnée à Gaza, elle faisait figure de bourreau après avoir été très justement considérée comme les victimes terribles de l'attentat du 7 octobre. Maintenant, elle peut reprendre, à la suite du bombardement d'Iran, cette position de victime aux yeux de la communauté internationale. L'autre effet collatéral, c'est la grande amertume, c'est le moins qu'on puisse dire, des Ukrainiens et de Zelensky,
qui dit mais écoutez, ce que vous avez fait, la France, l'Allemagne, la France, les États-Unis, l'Angleterre ont volé au secours d'Israël, ont arrêté les drones, etc. Et que nous, on demande ça, mais non seulement ils n'interviennent pas, mais en plus, tout notre matériel de défense antiaérienne ne nous est pas livré, etc. Donc, ça aussi, ces effets collatéraux-là, c'est épisode. Voilà, et puis, je ne sais pas si on a encore le temps un petit peu d'aborder rapidement. Très rapidement, ouais. Juste encore une fois, ce conflit permet encore une fois de montrer le décalage considérable qu'il y a entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens du reste, et les chrétiens occidentaux, au niveau de l'attitude vis-à-vis d'Israël. On a souvent tendance en Europe à considérer qu'Israël est un peu un pays occidental qui partage nos valeurs. C'est de moins en moins vrai. C'est même un pays qui est en train de petit à petit devenir une sorte de théocratie. Et c'est même le pays parmi les pays limitrophes, donc Israël, Liban, Syrie, Jordanie, Égypte, qui aujourd'hui persécutent le plus les chrétiens, comme j'ai eu l'occasion de le démontrer récemment. On pourrait même en parler si vous le souhaitez. De toute façon, je pense que ce sujet reviendra dans les prochains grands débats. Je voulais qu'on passe au deuxième thème parce que le temps file. L'église assyrienne du Christ Bon Pasteur à l'ouest de Sydney était pleine à craquer ce lundi soir. Les fidèles assistaient à une messe en mémoire d'un défunt célébrée par un prélat au charisme particulier. C'était l'évêque d'origine irakienne, Monseigneur Marmari Emmanuel. Et au milieu de l'office, un garçon de 15 ans s'est précipité vers l'autel, un couteau à la main. Le jeune radicalisé a eu le temps de frapper le religieux à la tête et de le blesser, et de blesser au moins 3 autres personnes avant que les fidèles ne se précipitent pour le plaquer au sol. Un acte qualifié d'acte terroriste. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Sinon, je ne connais pas très bien la scène politique là-bas. Donc, il faut d'abord on doit rappeler que ce sont les chrétiens c'est le christianisme qui est la religion la plus persécutée au monde. Tout à fait. Hein. Et là, c'en est une manifestation. L'autre aspect, c'est que le prélat a pardonné publiquement à son agresseur. Ce qu'avait fait déjà Jean-Paul II quand il avait été victime lui-même d'un attentat place Saint-Pierre. C'est aussi, là aussi, un exemple, et évidemment que certainement dans l'éthique chrétienne, ce qui est le plus difficile à observer, c'est cette phrase de notre Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est très difficile. C'est une difficulté psychologique aussi, mais c'est une exigence chrétienne difficile. Et il est bon que des prélats, qui sont des exemples pour les autres chrétiens, Jean-Paul II, cet évêque, donne l'exemple. Cela étant dit, s'il est difficile de pardonner, et c'est facile de dire notre Père, mais c'est difficile de pardonner. Il est certain que c'est ce que disent enfin les religieux, c'est que déjà, même si on a une difficulté à pardonner, la volonté de vouloir pardonner, même si on n'y arrive pas, est quand même déjà un premier pas, et celui qui sonde les cœurs et les reins s'en rend compte. Mais c'est vrai que je crains que ces faits encore d'assassinat de chrétiens dans certains pays. Moi, je suis allé il y a quelques années au Yémen. J'avais une petite croix. On m'a demandé de l'enlever à l'aéroport. J'avais une Bible. On me l'a confisquée. Bon, c'est pas des persécutions plus douloureuses. Mais enfin, bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, les musulmans qui se plaignent souvent, mais ont quand même une liberté assez totale, parfois, et tandis que l'inverse n'est pas vrai. Mais c'est le sort aussi des chrétiens, voilà. Et Tertullien disait les martyrs sont le sang de la chrétienté, qui permet l'évangélisation
Voilà. Vous avez dit la religion la plus persécutée. Hein, Oui. Est-ce qu'il faut plus de protection Je pense parce qu'il y a eu le père Jacques Hamel il y a quelques années. Non, mais vous parlez là de la France. Hein, oui, mais les chrétiens sont persécutés en Chine, ils sont persécutés au Venezuela. Oui, c'est ça. Et ils sont persécutés dans les pays du Moyen-Orient. Au Maghreb, au Maghreb également. Voilà. Même au Maghreb, à certains degrés. Oui, même au Maghreb. Au Maghreb. Bon, si, par exemple, il est interdit qu'une femme musulmane au Maroc, qui est un pays, dont on dit qu'il est le plus ouvert, il lui a interdit de se marier avec un chrétien. Et donc, par exemple... Il est interdit de construire des églises, par exemple, sauf dérogation extrêmement rare. À l'ambassade du Maroc, quand on veut se marier avec une femme marocaine, eh bien, il y a un formulaire pour accepter la religion musulmane. Sinon, c'est pas possible. Et si ils sont mariés civilement en France, qui vont là-bas, au Maroc, hein, moi j'ai une amie marocaine qui l'a expliqué, et qui ne sont pas mariés, eh bien, la femme est considérée comme une prostituée et poursuivie pour ce chef. Voyez. Donc, alors, c'est pas évidemment une mise à mort, hein, mais c'est voilà une persécution feutrée, enfin un refus de cette liberté religieuse que nous reconnaissons, nous, aux musulmans, même s'ils se plaignent qu'ils sont brimés, etc., en France. Voilà. Et alors, la persécution des chrétiens en France, je veux dire, bon, il y a eu le père Hamel, mais moi, je le répète, c'est un problème beaucoup plus large, c'est-à-dire de l'islam conquérant en France et dans les écoles. Je vous donner, je crois que je l'ai déjà dit peut-être ici, un exemple. Moi, j'ai une petite fille qui est dans une école laïque, et puis école primaire, hein, elle a 10 ans, et bon, ben ça, c'est une petite copine qui est musulmane, elle lui dit, mais comment tu fais pas le ramadan, tu vas aller en enfer, etc. Elle m'a demandé l'autre fois si elle allait en enfer. Je lui ai dit, écoute, si tu vas en enfer, c'est l'enfer chrétien, beaucoup plus agréable que l'enfer musulman. Enfin, je plaisante, mais enfin, bon, pour vous dire que c'est pas la persécution, mais c'est une conquête, etc. Et petit à petit, évidemment, parce que l'islam, effectivement, a très peu de dogmes en réalité. C'est une pratique sociale. Hein, et donc, une vigilance de tous les instants. Il y a tous les gestes de la vie quotidienne sont régis par la charia. Hein. Donc, cette conquête, elle se fait d'une façon visible, sociale, par petit à petit, on s'habitue à avoir des femmes voilées, on s'habitue à ceci, à cela, vous voyez. Ilyes Douari, en quelques secondes. Oui, c'est très regrettable ce qui s'est passé en Australie. C'est pas le premier acte de ce genre et probablement pas le dernier, hélas. On note également que l'agresseur a expliqué donc son geste pendant l'action par le fait qu'il reprochait à l'évêque ses propos sur l'islam et le fait qu'il considérait l'islam comme inférieur au christianisme, comme toutes les autres religions non chrétiennes. Mais c'est d'autant plus amusant, entre guillemets, que les musulmans sont, hélas, globalement, les premiers à tenir ce genre de discours vis-à-vis des autres religions qu'ils considèrent comme inférieures. Allez, on marque une pause dans ce grand débat. Guy Barret, Steven Thompson, Ilyes Douari, on se retrouve dans quelques instants, juste après les infos qui arrivent dans quelques secondes.